première table ronde à laquelle participe Nadine Levrato, que je vous invite à accueillir sous vos applaudissements. De même qu'Olivier Coussy, merci à lui de nous rejoindre. Et pendant qu'il s'installe, permettez-moi de me présenter plus précisément. Je suis donc journaliste. Et à ce titre, ce que j'aime par-dessus tout, c'est voir comment des savoirs académiques, des connaissances académiques peuvent rencontrer des connaissances plus opérationnelles. Alors je suis servi, je suis gâté, puisque au fond c'est l'enjeu de cette journée et demie que de montrer comment ces savoirs peuvent se rencontrer autour de l'attractivité territoriale, comment à l'heure des transitions. Et tout l'intérêt de cette première table ronde, c'est de donner d'abord la parole aux académiques, aux universitaires, qui ont là en l'occurrence l'intérêt de représenter en plus des champs disciplinaires différents. Nadine Levrato, vous êtes économiste. Alors je le dis avec mes mots et je vous autoriserai bien sûr à me corriger. Je vous donne déjà d'ailleurs un micro allumé pour réagir au plus vite. Mais il me semble qu'on peut dire que vous êtes une économiste qui a abordé l'économie au prisme des entreprises et des territoires. Vous vous intéressez aux entreprises dans leur rapport au territoire, vous vous intéressez aux politiques publiques dans leur rapport au territoire. Ah, je vous vois au pied du chef, donc voilà. Vous êtes alors également directrice d'Economics. Alors je pensais que le X référait à Polytechnique, absolument pas. C'est une unité mixte de recherche du CNRS et de l'université Paris-Nanterre. Et Olivier Coussy, alors, comment vous présenter j'ai trouvé, en lisant une interview, vous dites « Je suis un jeune enseignant-chercheur ». Jeune, voilà... je n'aurais pas dit les choses comme ça, mais en fait ça se justifie puisque, comme vous l'expliquez dans cette interview, vous avez, avant d'embrasser la carrière d'universitaire, eu des carrières plus dans le champ plus opérationnel au sein de collectivités. Vous avez été notamment en charge de la prospection d'investissements de capitaux étrangers, donc on est vraiment dans le dur, et en ingénierie financière publique. Alors pour quelle collectivité? Pour la région Poitou-Charentes? Oui, prenez le mien qui est déjà allumé. Oui, j'ai été directeur de l'Agence régionale de développement économique de Poitou-Charentes, voilà. Une agence de promotion des investissements étrangers pendant 11 ans et qui dépendait d'un commissariat d'Atar pour la région ouest. Au départ, à sa création, Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, et sur la dernière partie de sa vie, uniquement Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Le commissariat malheureusement dissous en 2013, ce qui explique un changement de carrière. Et alors, autre manière de vous caractériser, vous, alors de prime abord, on peut dire que vous êtes un chercheur spécialiste des sciences de gestion, mais vous allez plus loin en vous présentant comme gestiologue. Qu'est-ce à dire? Oui, c'est un clin d'œil à Nadine Levrato qui, quand on dit qu'elle est économiste, ça pose de problème à personne. En fait, il se trouve que dans la sphère médiatique, ça pose de problème à personne de dire politologue ou économiste. Pour les sciences de gestion, c'est plus délicat et on nous présente souvent comme gestionnaire. Moi, si on me demandait de gérer une collectivité territoriale publique ou une entreprise, au sens de la gestion, je serais bien embêté. Je fais de la recherche en sciences de gestion. Donc, c'était pour lutter. Il y a eu un excellent article de collègues dans la revue française de gestion qui a posé ce problème de l'expertise et de comment dénommer des chercheurs un peu invisibilisés par la sphère médiatique. Et donc, en ce moment, par un petit clin d'œil, on essaye de se présenter comme gestiologue. Alors, vous ne serez pas de trop tous les deux avec vos regards disciplinaires, déjà un peu hybrides d'ailleurs, pour déjà nous expliquer pourquoi l'attractivité territoriale dans le contexte de transition, poser un regard aussi sur la manière dont la région Centre-Val de Loire se saisit de cette notion d'attractivité territoriale qui est présente dans plusieurs de ses documents, de ses stratégies, dans le
contrat plan État-région, etc. Mais auparavant, ce que j'aimerais, alors je précise que vous serez rejoint tout à l'heure par un troisième universitaire, en la personne de M. Lorato, qui a la lourde mission de vous écouter. Ce qui est un dispositif quand même assez original. Un universitaire écoutant d'autres universitaires pour faire part ensuite de son ressenti, avec une casquette intéressante qui va permettre peut-être d'élargir l'approche en une approche comparative, puisque M. Lorato a un pied en France et un autre en Angleterre. Je le présenterai plus précisément tout à l'heure. Mais avant de nous dire quel peut être le sens de l'attractivité territoriale dans le contexte de transition au pluriel, livrer ce regard sur la manière dont la région s'est saisie de cette attractivité. Je vous invite très volontiers à exercer cet esprit critique sans lequel un universitaire n'est pas un universitaire, non sans préalablement nous rappeler, en commençant peut-être par vous, Nadine Lorato, nous rappeler un peu l'historique de cette notion. D'où vient-elle? Elle s'est tellement imposée dans l'agenda des politiques publiques qu'on oublie de s'interroger sur sa provenance. Or, elle a une provenance assez clairement identifiable et qui expliquera d'ailleurs le pourquoi de votre regard critique. Mais auparavant, quelques mots. Bonjour, merci pour le saut d'humeur. Merci pour l'invitation à participer à ces échanges. C'est troublant. Et donc, je vous remercie du coup pour ma présence ici et pour le plaisir de revoir Olivier Coucy. Alors, la notion d'attractivité, peut-être je vais faire ça C'est peut-être pas forcément possible du fait de la retransmission. Oui, non, je ne peux pas faire ça en micro. Il n'y a pas d'autre micro. Je crois qu'il faut tenir simplement au... On va y arriver. Merci Olivier. Merci. Oui, la notion d'attractivité, donc c'est une notion qui a un grand succès dans tous les secteurs, du plus micro au plus macro. Et en fait, lorsqu'on regarde son origine, elle n'est pas du tout territoriale, puisque le concept naît dans les comparaisons internationales à l'OCDE pour comparer les différences de performance des pays. Et donc, parmi les différents éléments qui sont mis en évidence, les économistes aiment bien faire des modèles dans lesquels ils identifient le poids des différents facteurs pour expliquer un phénomène à travers d'abord des modèles théoriques et ensuite souvent des applications empiriques. Donc, au niveau de l'OCDE, la question de l'attractivité des investissements, notamment, est mise en évidence comme un facteur explicatif des différences internationales. Et ce qui va se passer, c'est que dans l'histoire des idées économiques, dans les transformations aussi de l'analyse économique, au milieu des années 1990, il y a quelque chose qui va se produire, c'est la montée en puissance de ce qu'on appelle la nouvelle économie géographique. Cette nouvelle économie géographique qui naît autour de travaux de Glaser, par exemple, va insister sur un phénomène qui s'appelle les économies externes d'agglomération. Économie externe d'agglomération, l'idée n'est pas nouvelle, elle est née dans les années 1920 avec Alfred Marshall, qui montre que plus on est nombreux, plus on est fort, et plus on est fort, plus on est performant. C'est donc grâce aux gains de productivité liés à la présence conjointe de plusieurs entreprises sur un même territoire que certains vont être mieux placés que d'autres dans la performance. Les fameux districts industriels. Alors, les districts industriels, on les découvre plus tard, justement, parallèlement à cette nouvelle économie géographique très quanti, fondée sur des modèles mobilisant à l'époque, maintenant c'est une plaisanterie, mais des grosses bases de données. Il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle, mais pour l'époque les données Banque mondiale étaient bien étoffées.
on a une autre économie qui se développe, une économie géographique mais plus qualitative, qui va en effet redécouvrir ou découvrir les fameux districts italiens, la 3e Italie, où on a une nébuleuse de PME qui se regroupent, le district du Prato, dans le Frioul, autour de l'Optique, etc. Et ces petits territoires parviennent à acquérir une place de premier plan dans la compétition internationale par la combinaison de facteurs qui s'y présentent. Et donc, on va avoir 2 piliers d'économie externe d'agglomération, celle qu'on appelle, du nom des auteurs qui ont contribué à son développement, Marshall, Arrow, Romer. Plus il y a d'entreprises qui se ressemblent dans une même activité sur un territoire, plus celui-ci est fort, donc économie externe de spécialité. L'autre, c'est Helen Jacobs. Plus il y a d'entreprises complémentaires sur un territoire, plus celui-ci est fort parce qu'il y a des effets synergie. Dans un premier cas, ce sont les apprentissages conjoints qui font la performance du territoire. Dans l'autre, ce sont les complémentarités qui génèrent des synergies. Alors, les idées vont être prises en main par 3 auteurs stars, Michael Storper, Richard Florida, Jeremy Rifkin, qui ont une particularité, c'est que ce sont des chercheurs académiques de premier plan, surtout Storper, je dirais, sans vouloir minorer les contributions de Rifkin et Florida, mais qui sont aussi des gourous, des gourous de l'économie, et qui sont dans l'action également, puisqu'ils vont devenir conseillers des princes et porter l'idée que pour qu'un territoire se développe, il faut mettre en place des outils pour attirer de la main-d'œuvre, certains aiment dire des talents, et des entreprises. Et donc on va voir apparaître des cabinets conseils qui passent de l'entreprise au territoire, le territoire étant vu comme un support de création de valeur à l'image de ce qu'est l'entreprise. Et ces cabinets conseils vont développer du branding, du marketing territorial, une vision finalement très simplifiée de cette notion de marketing territorial. Mais qu'ils vont bien vendre, en fait. Et autant de choses qui suffisent à discréditer ces gourous, entre guillemets, aux yeux des universitaires, et d'expliquer peut-être du coup le scepticisme et le regard critique qu'ils ont posé sur cette notion d'attractivité. En poursuivant, si vous le voulez bien, avec Olivier Coucy, qui peut ajouter des éléments historiques, mais je vous voyais écouter très attentivement ce que disait Nadine, je crois que vous y retrouvez. Pas mieux sur le développement, mais elle nous a décrit parfaitement ce qu'en sciences de gestion on appelle le développement d'une mode managériale. Un concept pris par un gourou qui va le diffuser au travers de cabinets de conseil pour que ça tente de devenir un modèle. Et c'est là où c'est très dangereux puisque ça devient performatif. On veut faire de l'attractivité pour de l'attractivité et non plus comme une conséquence d'un ensemble d'actions qui aurait conduit à effectivement améliorer une compétitivité territoriale. Et là, je crois que c'est parfaitement décrit avec effectivement des chercheurs qui sont à la fois entrepreneurs. Michael Porter était le patron d'un cabinet de conseil qui d'ailleurs a fait faillite, donc si c'était appliqué à lui-même les conseils prodigués aux autres, peut-être qu'il n'aurait pas fait faillite. Mais Olivier, vous poussez très loin, comment le... Voilà. Vous poussez très loin. Vous m'entendez? Voilà, très bien, je vais peut-être l'éloigner, c'est peut-être ça la solution. Donc Olivier, vous poussez très loin ce regard critique, car je me souviens très bien, lorsque je vous ai posé en amont la question de savoir attractivité Quesaco, vous m'avez dit l'attractivité, ça n'existe pas. En fait, c'est une formule à l'emporte-pièce qui renvoie à une réflexion plus nuancée. Oui, c'est de dire, en fin de compte, aucun territoire en soi n'est attractif. Et le corollaire de ça, c'est que tout territoire est donc attractif. J'entends par là, l'attractivité est un construit social. Et une attractivité, ça se construit au regard d'un objectif. L'objectif étant avant tout politique. Et il ne faut pas inverser la courbe la logique de ce que j'appelle le management territorial. Le management territorial, c'est
c'est de la politique qui tire sa légitimité des citoyens, qui va vers des objectifs qui sont un état final recherché, qui permet alors de mettre en place des actions stratégiques pour construire une stratégie qui se sert d'outils. Le marketing territorial de l'attractivité, au mieux, ce sont des outils. Et c'est certainement pas la finalité de l'action politique. La finalité, c'est l'état final recherché. Et en ce qui concerne l'attractivité, c'est les projets. C'est-à-dire, on est attractif au regard de quoi? Là encore, ça va peut-être frémir dans la salle, mais les critères d'attractivité varient d'un projet à l'autre. Quel est le critère d'attractivité pour attirer un centre d'appel sur le territoire français? Je sais que c'est un secteur très décrié, n'empêche qu'il emploie plus de 150 000 personnes en France. Donc c'est quand même, il y a toujours des projets de centres d'appel qui circulent sur les territoires et que les agences de développement économique vont compétitionner entre elles pour attirer. Le principal facteur d'attractivité d'un centre d'appel, c'est un taux de chômage élevé. Quel élu va promouvoir dans sa stratégie de marketing territorial qu'il y a du chômage sur un des territoires dont il a la charge? Personne. Pourtant, c'est le principal facteur d'attractivité, puisque pour un centre d'appel, l'attirer, il faut pouvoir faire un recrutement massif, en un minimum de temps, d'une cohorte de personnes, pas forcément diplômées, pour arriver aux fins de l'action. Donc vous voyez, et alors que pour un centre de... une ferme d'ordinateurs, un cloud center, l'attractivité, c'est principalement avoir de l'électricité à une puissance très élevée, avec une source de refroidissement, parce que ça génère de l'énergie. Donc, vous voyez... Alors, ce que vous dites, et je pense que c'est intéressant pour nos hôtes de la région Centre-Val de Loire, ce que vous dites, c'est qu'au fond, c'est le projet qui détermine les leviers d'attractivité et non pas l'inverse. Ce que vous venez de dire à l'instant, mais la formule synthétise bien le... Tout à fait, oui. On prend le projet, ou les projets que l'on souhaite adresser, et à partir de là, on doit produire ce que les géographes appellent des diagnostics territoriaux, savoir qui on est, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, c'est ça. On fait ce diagnostic, on est précis dans ce diagnostic, et on va disposer de briques que l'on va pouvoir assembler dans le but de répondre à la demande d'un client sur un marché des investissements, puisque je crois que c'est Fabrice Hatem qui a parfaitement décrit ce que c'est que le marché des investissements. C'est l'adéquation d'un marché des projets d'investissement mobile avec une offre des territoires où ça peut se localiser, chacun s'auto-alimentant par des retours d'expérience, des acquis, de l'apprentissage mutuel. Donc c'est là où il y a, de mon point de vue, un danger de considérer que les modèles explicatifs, à certains moments produits par la science, doivent devenir en fait les tenants et les aboutissants d'une politique publique. Ça peut être même très dangereux. Quelque chose me dit, avant d'en venir à la question de savoir dans quelle mesure le contexte de transition au pluriel a pu vous amener à évoluer dans votre perception de l'attractivité, quelque chose me dit, Olivier Coucy, que ce que vous venez de dire, c'est avec votre double casquette d'universitaire, donc de maître de conférences en management territorial, et puis votre expérience au sein d'une collectivité. Oui, c'est un regard réflexif, c'est à un moment donné réinterroger ces pratiques d'anciens professionnels, praticiens, au regard de ce que mes collègues avant moi et de ce qu'on peut faire en recherche. Et aujourd'hui, l'attractivité par les chercheurs en marketing territorial, il y en a en France, il y en a notamment à Aix-Marseille avec la chaire Attractivité et Nouveau Marketing Territorial, ou même à Pau et à Rouen. Ils considèrent l'attractivité comme la somme de l'attraction et de l'attrait. Et c'est effectivement la grande différence par rapport à avant les années 2010, où on était vraiment sur l'attractivité économique pure. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'attraction qui peut être mesurable par rapport à un nombre de projets, combien de projets j'ai réussi à attirer, combien de projets j'ai réussi à ne pas faire partir. Parce que l'attractivité endogène et exogène, et ensuite l'attrait, et ça c'est beaucoup plus subjectif, puisque ça fait appel aux représentations de vécu, aux représentations qui sont un sous-système du territoire comme un système complexe. Vous m'insistez à poser une autre question, Nadine peut commencer à y répondre, c'est ce qui explique aussi votre scepticisme, ou en tout cas votre vigilance, c'est que cette attractivité peut-être qu'elle incite implicitement, insidieusement, à inscrire le territoire dans une logique de compétition avec d'autres territoires au détriment d'une logique de coopération, ce qui sera illustré au cours de la deuxième table. Vous voulez réagir?
très rapidement, et je passe le micro à Nadine, et compétition très, très malsaine. En fait, on crée artificiellement une compétition. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans la recherche universitaire, on nous explique qu'on est en compétition par rapport aux autres. Moi, je n'ai pas de fédération internationale de compétition de la recherche. Bah, pareil pour les territoires. Il y a des gens qui étudient les résultats, mais est-ce que pour autant c'est une vraie compétition? Et puis d'autre part, il faut faire attention au mimétisme. C'est-à-dire aujourd'hui, si on regarde tous les schémas régionaux de développement économique ou d'enseignement supérieur dans les régions, ils convergent vers à peu près tous la même chose. Toute région est la spécialiste des biotech, de l'aéronautique, etc. Et au détriment même de choses qui pourraient être moins visibles, moins... un gros mot sexy, entre guillemets, mais qui auraient toute légitimité à continuer à exister, et surtout qui sont des savoir-faire et des identités qui servent en fait le territoire, le développement territorial. Nadine? Mettre en jeu la concurrence entre les territoires a été une erreur gravissime, et c'est le produit de la méconnaissance, je dirais plus durement, de la notion de complémentarité des territoires, que l'on peut voir à travers différents outils. Premièrement, quand on fait une géographie des tissus productifs dans différents pays, dans le cas de la France, ce sera plus pratique, on s'aperçoit que lorsqu'on calcule des indices de localisation ou de spécificité de l'activité, eh bien, fort heureusement, le pays n'est pas complètement homogène. Et donc, si on n'est pas dans la même division, ou si on ne participe pas au même sport, pour filer la métaphore d'Olivier, eh bien, il n'y a pas de raison d'être en concurrence. Mais au contraire, il va falloir trouver les bons mécanismes d'alliance pour voir ce qui fait système au plan des systèmes locaux de production ou des écosystèmes entrepreneuriaux ou écosystèmes productifs, appelez ça comme vous voulez. Donc, il y a des méthodes pour voir ça. Première méthode, c'est justement les outils habituels de l'économie géographique ou la géographie économique, hein, ça marche dans les deux sens, qui vont mettre en avant les territoires qui peuvent faire de la smart innovation, pour utiliser le terme européen, ou qui peuvent jouer sur les complémentarités. L'autre outil, c'est, alors plus technique, mais ça commence à entrer dans les boîtes à outils des décideurs publics locaux, c'est soit la mesure de l'effet local, c'est-à-dire ce qui reste comme facteur explicatif de la croissance de l'emploi ou de la croissance des revenus sur un territoire, une fois qu'on a retiré les effets de composition sectorielle. Donc, c'est un peu comme dans les lycées, hein, quand on regarde la réussite ou les mentions au bac, une fois qu'on a corrigé l'effet de la composition socio-professionnelle, eh bien, on peut faire la même chose économiquement, retirer l'effet de composition sectorielle et voir si le territoire surperforme ou sous-performe, malheureusement, ce à quoi on aurait pu s'attendre. L'autre outil, c'est encore plus technique, ce sont les outils qu'on appelle d'autocorrélation spatiale, c'est-à-dire voir si un territoire exerce ou pas des effets de débordement sur ses voisins. Et si ces effets de débordement sont, comme on l'avait imaginé à l'époque des métropoles conquérantes, des effets de ruissellement spatial, il y en a mais pas beaucoup finalement, on pourra y revenir, ou alors des effets d'absorption. Et donc tout cet appareillage technique est aujourd'hui utilisé par certaines collectivités locales justement pour sortir de la concurrence et entrer dans la complémentarité. Quand vous dites Certaines collectivités territoriales, est-ce que visez le conseil régional, la région le centre, Pays de Val, c'est peut-être l'occasion, vous interpeller sur votre regard, le regard que vous posez sur la manière dont cette région, vous avez d'intervenir au siège du conseil régional. c'est très correct de votre part, mais quel regard vous posez le regard que vous posez Sur la manière dont cette région, je suis désolé hein, pour le... Ça va, vous suivez quand même. Bon, alors, comme ça. À la main.
Merci. Et on peut sauter les gants avec le petit doigt comme ça. Très bien. Merci pour. Alors, quel regard vous posez sur la manière dont la région s'est saisie de la notion d'attractivité territoriale? Il est vrai, avec quand même un argument fort, c'est que peut-être cette attractivité territoriale peut avoir du sens dans ce contexte de transition. Mais je vous laisse réagir, vous avez déjà le micro, vous avez compris la technique. Hein. Très bien. Oui, alors, mais j'ai pas eu à travailler directement avec les collectivités locales de cette région. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Hein. Non, c'est vrai que j'ai plus travaillé avec l'île et le bassin minier, justement, avec la Melle, ou autour de Brest, maintenant Rennes. Mais dans le passé, il y a 10 ans maintenant, on avait fait une étude avec la Caisse des dépôts et ce qui s'appelait à l'époque la DCF, donc aujourd'hui Intercommunalité de France, et parmi les terrains qu'on avait dû observer, il y avait Tours et notamment Cosmétique Vallée. Et c'était très intéressant pour deux raisons. Premièrement, parce que ce qu'on avait observé, c'était un effet local, donc tel que je le définissais tout à l'heure, plutôt positif autour de Tours, c'est-à-dire que non seulement la dynamique de l'emploi sur le territoire au niveau des différentes zones d'emploi était tirée par une composition sectorielle favorable qui a été rappelée tout à l'heure, l'agroalimentaire, des secteurs innovants également, mais en plus il y avait une coordination des acteurs publics qu'on avait détectée grâce à l'application d'une grille morphologique et dans le cadre de séminaires qui permettaient de rencontrer des acteurs locaux, qui montraient qu'il y avait des pratiques de travail, des routines, des systèmes organisationnels qui permettaient aux différents niveaux qui peuvent intervenir dans les politiques publiques locales de se coordonner à un moindre coût, dirais-je. Donc les coûts de coordination, toutes les frictions qu'on peut voir apparaître sur certains territoires étaient ici moins important qu'ailleurs. Il n'y a pas qu'ici, hein, mais ça faisait partie des facteurs explicatifs des bonnes performances que l'on observait simplement à partir des modèles quantitatifs. Je reviendrai vers vous pour expliquer en quoi cette apparence faiblesse de la région, à savoir son organisation autour de 2 métropoles moyennes, n'est pas forcément un handicap, pourrait même être un atout. Vous êtes venu avec une carte pour l'expliquer, mais auparavant, Olivier Coussy. Oui, alors il y a un contexte en plus qui est un peu particulier en France. Je pense que la loi Notré, qui a conduit à la fusion des régions, paradoxalement favorise pas une région qui était parfaitement équilibrée et qui est toujours parfaitement équilibrée, et par contre a provoqué des déséquilibres dans d'autres régions. Je viens de la Nouvelle-Aquitaine. Je ne ferai pas ombrage au président Rousset, mais enfin quand même, de Mauléon à Béléon, il y a 475 km. Voilà, c'est les voisins proches. Bon, voilà. Mais en fait, moi, la connaissance de la région Centre, elle vient, alors paradoxalement, je ne pensais pas avoir en parlé ce matin, de quelqu'un qui est dans la salle, parce qu'il y a quelques années, j'ai encadré un master, le mémoire d'un master d'intelligence économique d'une salariée de la région Centre actuellement, qui est arrivée. Et on a travaillé sur qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise Covid dans cette région, du point de vue du développement économique. Quelles ont été les logiques à l'œuvre pour continuer à faire cette mission de service public, et ça va rejoindre les propos de Nadine, dans un contexte de fortes incertitudes, voire d'inconnu complet. Et en fait, qu'est-ce qu'on a montré, les entretiens ont été très clairs, c'est qu'il y a eu une logique de mise en œuvre complètement différente de ce à quoi on pouvait s'attendre d'une organisation publique. Une organisation publique, ça fonctionne par la planification stratégique. C'est un modèle causal. On a un but, on a des ressources, on met en adéquation tout ça en fonction du temps, et on y va. Ben là, pas du tout. Quand on est en contexte d'incertitude, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Et l'Agence régionale de développement économique a mis en œuvre une logique complètement différente, qui est celle des entrepreneurs qui ont réussi, donc des entrepreneurs qui ont échoué. Et ce qu'on appelle la logique effectuale. C'est-à-dire qu'on regarde ce qu'on a dans le frigo, on accepte de perdre quelque chose, on crée un contexte, on fabrique un réseau, et on marche par essai-erreur pendant une période très limitée. Et ça a parfaitement fonctionné, puisque ça a permis
de continuer à assister à l'aide de l'organisme régional et des organismes infra, une logique de développement et d'animation du territoire qui est dans une logique proximale. C'est-à-dire que les frictions, elles n'y étaient pas, parce que les gens avaient l'habitude, certainement avant, de travailler comme il fallait ensemble, dans une notion de vrai réseau, avec un objectif commun, avec des capacités à faire lien, des valeurs partagées. On parle de bien commun, mais aussi les valeurs, c'est extrêmement important. Mais dans une logique où, en fait, il fallait réagir. Et puis surtout, on ne savait pas ce qui allait se passer. Il y a des régions qui n'ont pas été capables de le faire, qui ont été paralysées dans ce contexte-là, même si c'est un phénomène qu'on a vu, ça dépendait de la nature de l'agence de développement. Est-ce qu'elle était prisonnière d'un organisme politique ou pas? Est-ce qu'elle avait les degrés de liberté qu'il fallait? En l'espèce, là, on a pu le démontrer pour cette région. Je note au passage que vous avez parlé d'intelligence territoriale, vous auriez pu parler d'intelligence économique territoriale. C'est une autre manière peut-être d'aborder les sujets. Alors, en réponse à votre questionnement, est-ce que ça ne tient pas, Nadine, justement, à la morphologie ou à l'organisation métropolitaine de cette région? C'est la question que je vous ai invité à explorer. Est-ce que la force de la région ne tient pas à son apparente faiblesse, donc à l'existence de deux métropoles de taille moyenne? Oui. Vous êtes chez vous, Monsieur le Président. Je dois partir et j'en suis très très malheureux parce que c'est passionnant, mais j'ai envie, et vous ne pourrez pas poser de réponse à mes interrogations immédiatement, c'est pas grave. Moi j'ai quand même envie de vous dire que cette région, elle a été un moment l'objet d'une vision d'aménagement du territoire économique, et ça a été les années 60 dans lesquelles à 100, 110, 120, 130 km de Paris, on a eu une vraie politique qui était une politique d'aménagement par l'économie, desserrement de l'Île-de-France, et on a vu arriver l'électronique. Ça n'a pas été des succès éternels, vous le savez, mais ils étaient là, avec CIT Alcatel, avec Thomson, etc., etc. On a vu arriver notamment le renforcement de la pharmacie, qui, elle, au contraire, est devenue une des forces, de la cosmétique, etc. Donc, politique d'aménagement du territoire. Si on regarde aujourd'hui les cartes générales, ça bouge un peu dans la période, mais quand même, on a eu une attractivité de l'ouest, de l'ouest de la France, de manière générale. Il ne me semble pas que ça a été une volonté politique, mais on a quand même eu ce phénomène de cristallisation. Donc, comment vous l'intégrez à vos modèles? Et troisième élément, on a aussi des choses, il faut qu'on ait, nous, la modestie. Je regarde des collègues élus, on a aussi des choses qui émergent, qui correspondent à la volonté des acteurs territoriaux, mais on ne sait pas du tout comment ça va émerger, ni où ça va émerger. Je prends Vierzon. Vierzon, honnêtement, il y a 10 ans, il y a 7 ans, on était autour d'une cité qui avait quelques atouts industriels, mais il paraissait tourner vers le passé, qui avait un ADN ferroviaire qui paraissait condamné. Apparaît un acteur qui pose un élément sur le numérique qui est extrêmement fort et qui tout d'un coup est en train de redonner pour quelques dizaines d'années l'activité au territoire. Comment ces émergences-là sont intégrées? C'est ça mes questionnements. Les éléments de réponse seront dans la synthèse qui vous sera adressée. Merci, Monsieur le Président. Merci. Alors, eh bien, je vous laisserai le soin de réagir à ces interpellations. Peut-être en commençant... Oui, décidément. Voilà. En commençant par vous, Nadine, en faisant d'une pierre deux coups, en nous expliquant en quoi ce contexte métropolitain a été peut-être favorable ou pas à la région. Pour cela, je projette alors peut-être une première carte, ou est-ce qu'on commence par celle-ci? Oui, de toute façon, celle-ci, c'est un zoom de la précédente. Donc, en discutant pour préparer cette session avec Sylvain et Olivier, ce qui nous rapprochait, notamment avec Olivier, c'était ce regard critique sur un processus linéaire, simple, d'attractivité qui, selon donc
ces cabinets que nous aimons bien, consiste à dire, voilà, vous avez les ressources, on va les mettre en musique, vous allez attirer de manière exogène soit des investissements directs étrangers, soit entrer en compétition avec d'autres territoires pour faire venir de l'extérieur des grands groupes de préférence qui, par des relations d'achat-vente, vont exercer des effets d'entraînement, et puis lorsqu'ils recevront des subventions ou des offres plus intéressantes, d'autres territoires s'en iront. Donc le phénomène ou le processus de mobilité du capital qui est bien connu. Ce sur quoi je voulais insister, c'est sur finalement la diversité d'un territoire. Quand on parle de la région Centre-Val de Loire, quand on parle de n'importe quelle région, on a finalement une mosaïque que l'on voit ici à travers des trajectoires, donc variation de l'emploi salarié total entre 2009 et 2019. Je me suis arrêtée avant la crise du Covid pour des raisons assez évidentes, ou variation de l'emploi industriel aussi sur la même période, avec la base installée de l'emploi industriel à droite. Alors l'échelle qui a été choisie, c'est mon échelle favorite, c'est la zone d'emploi. Pourquoi ? Parce que c'est l'unité spatiale dans laquelle travaille et réside au moins 60% de la population. Donc, à cette maille spatiale, on a vraiment la description d'écosystèmes productivo-résidentiels, je dirais, qui permettent d'illustrer les bassins de vie, d'une certaine façon, contrairement aux EPCI ou aux départements qui sont des construits institutionnels. Alors pour les départements c'est très stable, puisque merci Napoléon, mais pour les EPCI, en plus, leur périmètre peut varier au fil du temps. Donc là, les zones d'emploi, ça varie dans le temps, mais c'est tous les 10-15 ans qu'il y a des révisions de périmètre. Donc on peut faire des analyses sur un temps assez long. Et rien que en regardant les échelles colorimétriques, donc quand c'est en rouge, c'est moins bon que quand c'est en bleu ou vert, traditionnellement, on voit déjà que la dynamique globale de la région est tractée par certaines poches, certaines unités spatiales, et que ces zones d'emploi qui performent bien ne sont pas les mêmes suivant le critère que l'on retient pour analyser la performance. Donc à travers ces cartes, il y a deux choses. Première chose, c'est un sujet bien connu quand on fait de l'économie géographique. Pompeusement, on appelle ça le Modifiable Areal Unit Problem. Ce qui veut dire en français que ce que l'on observe peut être différent suivant le niveau auquel on observe. Quand on raisonne à l'échelle régionale, on ne voit pas la même chose que lorsqu'on raisonne à l'échelle départementale, on ne voit pas la même chose que lorsque l'on raisonne à la zone d'emploi ou à la commune. Donc, suivant le zoom que vous prenez, vous n'allez pas voir les mêmes choses, et cette maille-là est intéressante parce qu'elle montre l'hétérogénéité, la diversité des territoires. Deuxième effet, les trajectoires qui contribuent à la moyenne peuvent être plus ou moins amples. En d'autres termes, la diversité infrarégionale est souvent plus importante que la diversité interrégionale. D'où l'importance de raisonner au plus près de l'action économique. Donc la zone d'emploi, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une maille institutionnelle, mais c'est un peu ce qu'a prévu la loi aussi. Les EPCI sont là pour justement agir au plus près du terrain, et il peut même y avoir des regroupements de PCI, comme ça se fait aujourd'hui à travers le dispositif territoire d'industrie, qui vise à combiner plusieurs EPCI dans le cadre d'un projet industriel, avec une démarche intéressante qui est vraiment par le bas, puisque les projets doivent émaner du terrain.
C'est quelque chose sur lequel on reviendra à travers le témoignage de Florence Plot-Labigne, DGS de la région, et qui expliquera comment justement elle tire profit de cette diversité des bassins de vie. Alors en sous-texte, on comprend, on peut suggérer que ça tient aussi à l'existence de 2 métropoles moyennes. Peut-être que c'est cela qui concourt à irriguer cette diversité. Ensuite, Nadine, puis Olivier Coucy. Alors c'est assez difficile parce que lorsqu'on regarde, on avait fait pour France Stratégie une analyse des trajectoires des métropoles, justement, l'idée étant à l'époque, notamment à France Stratégie, que toutes les métropoles ruisselaient et que Big était beautiful et que donc il fallait des métropoles partout. Là, on retombait dans le standard des politiques publiques, tous dans la même direction, et on a, passez-moi l'expression, ramé pour expliquer à France Stratégie que, eh bien non, toutes les métropoles ne ruisselaient pas et qu'au contraire, on avait une typologie des métropoles, surtout quand on est passé de 13 à 22, plus il y en a, plus elles sont diverses. Et alors, je suis désolée, mais Tours et Orléans ne rayonnaient pas particulièrement. Et je me souviens être allée à Blois présenter ce travail et ils en étaient bien d'accord parce qu'il y avait un sentiment d'espace délaissé. Donc le regard était biaisé. Voilà. Mais il n'y a pas de bonne recette. Avant d'entendre comment Philippe Laredo nous dire ce qu'il retient de ce que vous avez partagé avec nous, vous répondez, si vous le souhaitez, encore à la question de la métropolisation, mais je ne résiste pas à l'envie de vous inviter Coucy à nous dire que vous inscrivez pleinement dans les propos d'Olivier Bouga-Olga, géographe, et qui dénonce la CAME, C-A-M-E, C pour compétitivité, c'est-à-dire, oui, la compétitivité, A pour attractivité, M pour métropolisation et E pour excellence. Donc la tendance des élus à rechercher, à organiser leur stratégie autour de ces valeurs cardinales. Oui, alors je me garderais bien d'aller faire de la géographie économique, parce que je sortirais de mon champ de compétences. Sur les métropoles, je suis toujours surpris moi, du nombre de métropoles qu'il y aurait en France. Une ville de plus d'1 million d'habitants en France, c'est quoi? C'est Marseille en dehors de Paris? Lyon, voilà. Bon, ben, ça en fait 3. Là, je pars demain à Porto Alegre, petite ville du Brésil, c'est 3,5 millions la métropole. Donc à un moment donné, je trouve que le terme est peut-être usurpé et qu'on veut se comparer à des choses qui ne devraient pas se comparer. Effectivement, la mythologie CAM, comme l'a appelé Michel Grossetti et Olivier Bouga-Olga, c'est sortir de ces mythes rationnels construits depuis des années, comme quoi, 1, il y aurait une compétition, 2, il faudrait être attractif, et surtout considérer l'attractivité que comme l'extérieur. Au détriment d'une compétitivité endogène, d'une rétention des investissements, de l'ancrage d'investissement et d'acceptation de mutations, voire de métamorphose territoriale, et avec, à partir il y a une dizaine d'années, le fait qu'effectivement, il y avait forcément ruissellement. Je crois qu'ils ont bien montré aussi que, si je reprends la Nouvelle-Aquitaine, c'est pareil, Bordeaux ne ruisselle pas. Que sur une partie, et sur le reste du territoire, c'est tellement grand, de toute façon, que ça a plus tellement de sens. Donc il faut là savoir raison garder et se méfier des modèles. Oui, c'est ça. Moi, je fais pas de modèle déjà, je me garde bien de faire ça, mais en plus, les recettes, elles sont profondément ancrées dans des histoires longues de territoire. On ne peut pas expliquer le Choletais ou ce qui s'est passé sur la logistique ou la Cospeto dans cette région, comme on expliquerait ce qui s'est passé dans la vallée de l'Ain sur la plasturgie. C'est des temps longs. Pour expliquer le succès de Châtellerault, qui n'est pas si loin d'ici au niveau industriel, il faut remonter à la migration des protestants franc-comtois qui ont trouvé refuge à Châtellerault au XVIIe siècle. Donc, Olivier Coucy, ça finalement
finalement l'objet de l'intervention du président, c'est-à-dire voilà, prendre en compte des émergences qui ne sont pas forcément réductibles à des modèles. Hein, voilà. Tout à fait, les accepter et en comprendre des mécanismes pour pouvoir peut-être, là dans ces conditions, avoir des effets de levier, pouvoir peut-être corriger des choses qui pourraient être des freins, identifier les freins, et puis surtout éviter de couper ce qui servirait d'effet de levier, ce qui peut des fois être le cas. Pendant que Philippe Laredo nous rejoint, cerné par deux pairs, deux universitaires, Nadine souhaitait ajouter quelque chose. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose sur le terme modèle, qui est là encore ambigu, parce que pour nous, économistes, je vais jargonner, mais un modèle, c'est une équation, si vous voulez, qui va viser à expliquer des phénomènes qui existent, qu'on a déjà identifiés et qu'on va renseigner à travers une série de variables. Là où ça devient dangereux, c'est que ces modèles, qui sont rétrospectifs en général, sont ensuite pris pour cadre à l'action. Et donc, ça peut ne pas marcher, et souvent ça ne marche pas, parce qu'on est en principe d'incertitude, justement, que l'action, elle n'est pas générale, comme le modèle, mais située, donc ça va dépendre du contexte, et appliquer comme du prêt-à-porter la métropolisation, ou je vais attirer des investissements directs étrangers, ou les secteurs X fonctionnent bien, je vais en mettre plein chez moi. Ça, c'est vraiment de l'anti-politique de développement local, puisqu'on ne tient plus compte du local. Et Olivier, vous allez... Philippe, vous pouvez regagner votre... On a pris le modèle de la triple hélice créé dans le milieu des années 90 par d'autres gourous, Legasov et Escovitz, alimenté par Saxenian à un moment donné, et on a voulu faire une politique publique performative pour créer artificiellement des choses, en disant la LIBIL+, ça va être les PME. On a compté le nombre de PME qui ont bénéficié de la politique des pôles de compétitivité. Quasiment zéro. Par contre, les grandes entreprises ont eu un effet d'aubaine et des rentes sur des subsides publics qui ont été concentrés dans les endroits. En plus, concentrés de manière assez diffuse, puisque de 10 pôles souhaités, on a fait 71. Alimentant pour ça de la côté de la République. Ici, je vous ai vu prendre plein de notes, tapoter sur votre clavier. Voilà. Et alors, qu'avez-vous envie de partager de ce que vous avez entendu dans la bouche de nos deux intervenants, que vous connaissez d'ailleurs, et donc vous suivez les permettez-moi juste de dire, Philippe, que votre témoignage est d'autant plus intéressant. Alors là, elle marche plus, là. Alors, merci Nadine. La circulation des micros, c'est... Les chaises musicales, c'est des micros. Merci. Et comment, Philippe Laredo, votre regard est d'autant plus intéressant que, comme l'indique bien la notice biographique, la présentation dont vous faites l'objet sur ce visuel, vous nous parlez depuis la France et depuis l'outre-Manche, depuis Manchester, et c'est ce regard un peu comparatiste qui nous intéressait. Philippe, la parole est à vous. Je vous rends le micro. Merci. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans vos deux présentations, c'est la remise en cause du concept d'attractivité et son remplacement par un autre concept tout aussi problématique, qui est la complémentarité. Qu'est-ce que la complémentarité quand on n'a pas d'attractivité, ou quand on veut remplacer l'attractivité? C'est exactement la même chose. Grosso modo, on ne s'intéresse pas à la dimension politique de la chose, mais à la dimension analytique. Quand on est dans la dimension politique, effectivement, ce qu'Olivier a dit, c'est qu'il y a des finalités, et l'attractivité, c'est une modalité par laquelle on va essayer d'arriver aux finalités qu'on vise, aux objectifs qu'on poursuit. Si c'est une modalité, elle se décline comment?
de quelle manière, quels sont ces instruments. Nadine nous a expliqué des modes de diagnostic qui sont, à mon avis, au cœur de la question qui est posée, celle de le fait que dès qu'on regarde un espace, par définition, il est complexe, quel qu'il soit. Donc vous regardez une région, les cartes de Nadine sont géniales là-dessus, vous regardez une région, et qu'est-ce que vous voyez? C'est qu'il y a une variété intra-régionale qui en plus n'est pas générique, mais qui est spécifique dans le regard que vous portez. Et si vous le faites en interrégional, c'est-à-dire vous passez à la maille supérieure et vous regardez les régions entre elles, vous verrez qu'il y a beaucoup moins de variété. Et si vous passez entre des régions à la nation, puis vous comparez les nations, c'est un travail que j'ai souvent fait à l'OCDE, on s'aperçoit de la même manière que la variété internationale est beaucoup moins grande que la variété intranationale. Donc à chaque échelle, on se trouve confronté au fait que toutes les choses ne sont pas égales à l'intérieur de l'échelle qu'on observe. C'est ce qui rend d'ailleurs la politique intéressante. Parce que si on avait une cuisine identique pour tout le monde, quel est l'intérêt d'être un politique local? C'est une question qui m'a toujours marqué. J'ai travaillé avec des députés. Je sais pas. On a beaucoup travaillé. J'ai pas mal travaillé avec des députés sur ces questions-là autour de l'innovation. Et ce qui me frappait, c'était la pertinence du regard local sur des processus qu'on étudie de manière générale. Les académiques, c'est quoi? Ils n'étudient pas la réalité. Ils étudient des représentations, qui construisent des représentations pour regarder la réalité. D'où le débat, tout ce que Nadine vient de dire sur les modèles. Un modèle, c'est pas simplement une équation, c'est aussi un ensemble d'éléments constitutifs de l'équation. Et si on a choisi certains éléments, on n'a pas choisi les autres. Donc on a un pouvoir explicatif et puis on a un resticot. Voilà. Et après, on se pose la question. C'est comme ça que la notion de la recherche et de l'innovation est apparue dans les modèles. C'était le resticot de ce qu'on trouvait dans la croissance, dans les analyses de la croissance. Donc là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de se dire, dans votre débat, c'est de se dire, on parle d'attractivité ou de complémentarité, peut-être que le mot complémentarité est plus intéressant parce que ce sont des spécialisations. D'ailleurs, historiquement parlant, l'académique qui s'est intéressé à ce qu'on appelle les smart policies, et qui a créé ce concept, etc., ce qui l'intéressait, c'était que deux espaces ne se ressemblaient jamais. Et c'était sa ligne directrice. Donc, s'ils ne se ressemblent pas, ils n'ont pas de raison d'avoir la même politique. Et du coup, d'où la logique européenne, des risques, des choses comme ça. Et ce qui compte, ce n'est pas la manière d'expliquer les choses, c'est la mise en politique des différences. Et c'est ça le point central. Malgré ça, il y a quand même des communs. Dans une région, vous héritez, vous avez des endowments en anglais. Alors les endowments, ils sont construits sur la longue période. Vous aviez pas, il y a une firme qui était petite et qui devient grande et qui joue un rôle important. Avec le temps, on sait très bien que c'est un facteur central de la dynamique locale, des dynamiques locales allemandes. Donc vous avez une région, elle peut avoir des ressources minières, avec ces ressources minières, elle a un endowment dont elle peut se servir, etc. etc. Donc il y a une dimension des acquis historiques, des construits historiques, et les oubliés, ce qui sont d'ailleurs le fait de beaucoup de smart policies régionales qu'on peut observer, quand on les analyse, il y a un phénomène de mimétisme absolument fascinant. Tout le monde veut être dans les biotechnologies, tout le monde veut être dans les technologies de l'information. Voilà. Et donc, et on oublie les autres parties. Moi, j'ai commencé à découvrir ça quand je suis tombé sur une région, puisque j'étais un expert au Portugal, sur une région où les acteurs disaient, mais nous, notre spécialisation, c'est le liège et les bouchons pour le vin français. Voilà. Et là, on était dans le vrai. Là, on se retrouvait dans quelque chose où les acteurs, ils étaient ensemble. Ce qu'ils demandaient, c'était pas simplement collectivement plus de recherche, ils demandaient plus de formation et ils demandaient plus d'outils, de certification, de mise en qualité, etc.
Donc tout ce qui accompagne l'innovation, plus que ce qui fait l'innovation elle-même. Et je crois que c'est une dimension forte quand on parle d'attractivité ou de complémentarité, c'est de se dire qu'il y a quand même des complémentarités entre les territoires, des différences entre les territoires, mais il y a des soubassements communs. Hein, la capacité à se lier à d'autres. Par exemple, Chartres se lie bien à Paris, mais il ne se lie pas bien à Orléans. Etc. Ces dimensions, donc nous on parle d'infrastructures intangibles et d'infrastructures tangibles. Donc beaucoup de la politique des territoires, ça a été des infrastructures tangibles. Aujourd'hui, on sait la principale politique des territoires, et on le voit bien dans le SRSI, c'est dans votre schéma régional, c'est la formation, les compétences. Vous pourriez vous demander ce que ça veut dire, ce que la notion de transition dit sur ce genre de priorité. Elle ne dit pas qu'il y a besoin de moins de formation, mais elle nous dit que le système de santé va faire la différence entre les territoires dans les années qui viennent. On le vit déjà aujourd'hui. Donc quelle est la politique régionale? Est-ce qu'il faut avoir une politique régionale autour de la santé? Et qu'est-ce que sont que les dimensions d'innovation organisationnelle, institutionnelle, qui seraient susceptibles de soutenir c'est commun en quelque sorte de l'ensemble des territoires. Et je crois que cette notion est importante, c'est de se dire que les territoires sont différents, donc il doit y avoir des modes d'accompagnement de leur développement qui sont différents, mais ils ont des communs partagés, et je pense qu'une région a beaucoup à voir avec des communs partagés entre ces territoires différents. Peut-être avant de prendre des questions de la salle, laisser Olivier et Nadine réagir. Je m'autorise juste une réflexion, c'est que derrière la notion de complémentarité que vous sembliez questionner, il y a la possibilité de la coopération. Donc c'est peut-être en cela qu'elle est intéressante. Mais peut-être Olivier, oui, vous vouliez, oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai des collègues qui parlent de l'attractivité directe et de l'attractivité indirecte. Et l'attractivité indirecte, c'est la capacité des acteurs d'un territoire à se lier à des acteurs d'autres territoires, donc à coopérer. Est-ce que vous pourriez parler moins fort? Parce que là, il y a quelqu'un qui protège. Non, ce sont des travaux qui devront nous accompagner durant la matinée. Voilà, c'est la vie. Nadine. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vient de dire Philippe, bien sûr. J'en retiendrai deux. La première, c'est ce qui concerne ces valeurs partagées. Alors, comme facteur de complémentarité. Ça se voit et ça se formalise à travers ce que l'on appelle la première loi de la géographie de Tobler, selon laquelle ce qui est proche a plus de chances de se ressembler que ce qui est éloigné. D'où les logiques de proximité, de coopération avec les territoires adjacents qui seraient porteuses de plus d'effets induits que des coopérations avec des territoires éloignés. Alors oui, mais en fait, ça ne suffit pas, et c'est tout un travail d'analyse qu'on a élaboré donc, avec France Stratégie et de nouveau, désolé, la Caisse des dépôts, pour montrer ces interactions territoriales. Et alors, j'ai pas fait la carte, j'en suis désolée, mais je vous demande de me croire. En fait, il y a en France ce qu'on appelle des points chauds et des points froids. Des points chauds, ce sont des territoires forts à côté des territoires forts. Et comme ça a été rappelé tout... non, point chaud, c'est fort. Comme ça a été rappelé tout à l'heure par le président de région, en effet, l'ouest de la France est mieux doté en points chauds que l'est de la France, qui est davantage doté en points froids, c'est-à-dire des territoires faibles à côté de territoires faibles. Et il y a des ovnis, des territoires forts à côté des territoires faibles et des territoires faibles à côté des territoires forts. Et sur la base de ces cartes, et puis il y a beaucoup de territoires, malheureusement, entre lesquels il ne se passe rien, ou en tout cas rien de plus que ce que le hasard amènerait à voir. Et sur la base de ces cartes, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles
complémentarité, quelle synergie politique on peut mettre en place. C'est un simple outil. C'est pas la peine de mettre en place ou de déployer des efforts ou des moyens sur des territoires entre lesquels il n'y a rien. Sauf à rien en commun, oui. Sauf à chercher à arroser le désert. Donc là, ce serait peine perdue. Ou alors, il faut créer des canaux avant de mettre en place des complémentarités. Donc je crois que c'est là que le scientifique et l'action publique peuvent se rejoindre, c'est-à-dire que moi je ne suis pas payée pour mettre en place des outils de politique publique, mais en revanche, ce qu'on sait faire, c'est une représentation cartographique des phénomènes économiques sur la base desquels, justement, on peut produire de l'action publique. Et ce qui fait que dans mon labo, on travaille beaucoup, justement, avec des collectivités locales ou des organismes donc, qui représentent des collectivités locales, parce qu'on alimente en connaissances situées. Olivier Goussy. Oui, la salle, bien sûr. Oui, je rejoins parfaitement les propos de Nadine. Hein. Les chercheurs n'ont pas vocation à être les conseillers du prince, enfin les faiseurs de politique. Ça a conduit à des dérives sur certaines autres disciplines comme la géopolitique dans des temps plus troublés pré-guerre mondiale. Mais par contre, on peut apporter des compréhensions de mécanismes à l'œuvre. Notamment, j'ai eu la chance de travailler sur un gros projet concernant les semi-conducteurs au Brésil, dans une ville qui faisait de la chaussure. Et ils ont implanté l'usine sud-coréenne la plus importante en Amérique latine, 10 000 m² de fabrication de semi-conducteurs. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à un moment donné, les industries électroniques au Brésil avaient besoin d'une usine de semi-conducteurs au Brésil pour éviter d'avoir des produits surtaxés dans la loi brésilienne. Donc ils ont trouvé un accord. Et au bout du compte, ils ont créé un cercle vertueux dans les proximités qui étaient à la fois géographiques, sociales, cognitives. Et ils ont construit dans un temps alors assez rapide, hein, en 5 ans, ce dispositif, en alliant l'université, en faisant prendre part l'université pour créer des formations, pour pouvoir recruter du personnel. Et donc en fait, ils n'ont pas cherché à faire une triple hélice, ils ont eu comme résultat une triple hélice. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la volonté, c'était d'implanter l'entreprise et de satisfaire un enjeu économique qui était de faire baisser les produits fabriqués au Brésil dans le domaine de l'électronique, dû à un système de taxes particulier. Mais la conséquence, et pour que ça marche bien, ils se sont organisés en établissant de la confiance, en contractualisant, en faisant que le réseau soit de plus en plus grand, pour arriver à une solution qui soit la bonne. Avant de prendre la question de... excusez-moi, avant de prendre les questions de la salle, vous aurez la possibilité, bien sûr, Philippe. Juste une chose, ce que vient de dire Olivier, tout comme vous d'ailleurs, il me semble, Philippe Laredo, vous avez été le premier, sauf erreur de ma part, à lâcher le mot d'acteur. Et la question que je me borne à formuler, vous y répondrez plutôt à l'occasion en reprenant au vol des questions de la salle, si vous y trouviez quelques affinités, c'est justement, est-ce que l'attractivité, elle ne passe pas aussi par la reconnaissance d'individus ou de collectifs, ou la nécessité d'incarner cette attractivité au-delà de dispositifs, d'outils de planification, de schémas, etc., qui oublient que pour que cette attractivité territoriale vive, se manifeste, elles doivent s'incarner par des hommes et des femmes. Je vois qu'Olivier opine du chef. Philippe, vous souhaitiez donc réagir et on prendra les questions de la salle dans la foulée. Bon, juste pour réagir historiquement, un des économistes les plus célèbres d'Amérique latine, Furtado, avait comme s'inscrivait dans une logique en disant si je veux avoir des industries, il faut que je sache taxer intelligemment. Donc je taxe à l'importation intelligemment, et du coup, j'aurai ce genre de déploiement qu'on a observé. Donc c'est le fruit d'une politique de longue haleine inscrite dans la durée qui fait qu'on a ce type de développement industriel. Nadine me soufflait dans l'oreille protectionnisme. Non. Souveraineté. Souveraineté. Si vous souhaitez intervenir, il suffit de lever le bras comme monsieur, voilà, et on peut mettre à disposition un micro qui peut m'aider à le faire circuler. Oh, Lucille, bravo, merci, directrice de l'IHEST sur tous les fronts, merci.
Oui, il marche en plus. Sébastien Duprat, BRGM, je suis coordinateur de la RD Junon, c'est sur les jumeaux numériques et les ressources naturelles dans notre région, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. J'ai été interpellé par votre réflexion qui est très riche. Alors je voulais apporter peut-être un parallèle par rapport à ce qu'on fait parfois dans les projets scientifiques. On a des réflexions stratégiques, alors c'est pas celle forcément d'un territoire, ça peut être le cas. Et souvent on a un peu un triptyque, c'est-à-dire qu'on regarde un peu ces endowments, c'est-à-dire le capital qu'on a, en quoi on a été bon dans la recherche, qu'est-ce qu'on a maîtrisé, comment on est perçu à l'extérieur là-dessus, c'est-à-dire quelles sont nos forces. On regarde le quotidien, l'actuel, ce qui permet de faire manger, ce qui remplit la gamelle. En l'occurrence pour nous c'est les appels qui sortent, voilà, qui ne correspondent pas exactement des fois à notre capital, donc il y a des fois un conflit. Ça peut être très contextuel. Et puis on a aussi une vision. C'est-à-dire ce vers quoi on va se projeter, la finalité, le goal, l'objectif territorial, excusez-moi pour l'anglicisme. Voilà. Et là-dessus, il y a quelque chose qui est particulier, c'est que souvent on est tous drivés dans une même direction. Donc on retrouve un petit peu cette espèce de, pas de panurge, mais voilà, on est tous comme les territoires orientés vers des choses, des lueurs, des trucs qui paraissent attractifs. Le numérique, vous en avez parlé, l'environnement, parce qu'il y a de la société qui est derrière, des orientations qui font qu'on est drivé là-dessus. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'on a une réflexion pour savoir comment on peut s'insérer, être spécifique dans cette projection, pour ne pas être dans le flot commun et arriver à tirer une spécificité. Donc je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose qui est, parce que je suis totalement ignorant de vos expertises, est-ce que c'est quelque chose qui est partagé, cette espèce de vision aussi temporelle, ou est-ce que c'est quelque chose que vous mettez sur le même niveau ? Très intéressant, il me semble que ça fait écho à ce que vous disiez sur les risques de mimétisme, hein, mais c'est à vous, Olivier, je vous vois... C'est pas une question facile. On en fait, ça fait peut-être appel, peut-être que Nadine et Philippe seraient d'accord avec moi après, sur le problème du financement aussi de la recherche, c'est-à-dire l'agentification des politiques publiques depuis de nombreuses années avec cette idéologie du New Public Management qui, en fait, sans aucune démonstration scientifique de l'efficacité de ce genre de mise en œuvre publique, a transformé profondément les modèles de recherche. Et le financement de la recherche par l'appel à projet systématique fait qu'à un moment donné, ces appels à projets subissent les effets de mode, et donc on finance plutôt telle ou telle discipline, et donc il faut que ceux qui répondent à ces appels se calent, se contorsionnent, se contraignent par rapport à ça, et donc tout le monde converge vers la même chose au bout du compte. Et c'est un vrai danger qu'on voit en ce moment, alors qui heurte en plus la tradition historique de la recherche en France. Ça, c'est quelque chose dont on peut démontrer les effets négatifs, et dont les sciences de gestion ont démontré depuis de nombreuses années les effets négatifs. Vous avez parlé au nom de vos deux collègues qui n'ont rien à ajouter, si, Nadine ? Juste un détail, je dirais qu'il suffit pour se convaincre de ce que vient de dire Olivier, de lire le rapport que l'HCERES vient de faire sur le CNRS, qui est un rapport public qui rend compte des effets induits négatifs, notamment en termes de charges administratives et de recherche empêchée que génère ce type de démarche. Oui, Monsieur le Président. En tant que vieux membre du CNRS, je ne peux que... etc. Non, je voulais faire les 15 secondes de maths. Il y a dans toutes ces affaires-là, dans les appels à projets, dans les distinctions, dans l'attractivité, les gens cherchent toujours quelque chose de différenciant. Donc il s'agit la plupart du temps de prendre un plan, ce que vous avez fait avec beaucoup de talent, et puis de dire, vous voyez, là, ici, c'est différent. Et les gens font beaucoup ça pour vendre avec tous les dangers que vous avez signalés, et merci, on apprend énormément. Et là-dessus, il y a le théorème des 4 couleurs, que vous connaissez certainement. Que vous allez nous vendre. Et qui consiste à dire, vous pouvez colorier n'importe quelle carte planaire avec des frontières, avec seulement 4 couleurs. Alors ça veut dire, si on prend le corollaire de ça, ça veut dire qu'il suffit de choisir 4 critères pour montrer qu'on est différent de tous les voisins. C'était la minute de maths.
Madame ici, et monsieur, c'est ça? Merci. Donc, Anne Beignet, vice-présidente enseignement supérieur recherche de la région. Vous avez souvent fait allusion à la triple hélice. Maintenant, on parle de quadruple hélice et l'Europe parle énormément. Alors l'Europe est en train de travailler plus sur la quadruple, et je voulais savoir comment ce quatrième acteur peut interagir dans un sens ou dans un autre sur l'attractivité. Olivier, et ensuite ici, et monsieur là-bas. Ah oui, très bien. Sur le quatrième acteur, il faut qu'on s'entende sur le quatrième acteur, c'est bien la société. Et après, le cinquième, c'est l'environnement naturel qui vient dans les autres modèles. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'on ne passe pas tout de suite au cinquième. Et dans la société, c'est citoyens, ONG, etc. Et ça pose le problème de l'acceptabilité sociale, en fait. Principalement, enfin, il me semble que le problème ce que pose la quadruple hélice, c'est ok, on fait de l'innovation, mais quid de l'acceptabilité sociale et quid des innovations sociales qui peuvent sortir. Je vois déjà entrevoir une sixième hélice, c'est le vivant non humain. Comment cohabiter avec ce vivant non humain? On peut en faire voilà. Je sais. On peut en faire autant qu'on veut. Voilà, Philippe. Non, ce que je voulais dire, c'est que quand ils ont fait les travaux sur la triple hélice, ce qui mettait en exergue, c'est les acteurs organisés. Et donc la quatrième hélice, pour eux, c'est les Civil Society Organizations. Donc les formes organisées de représentation autour de problèmes, autour de questions, des citoyens qui par ailleurs s'expriment au niveau local, national, régional, etc. Et donc c'est pas du tout le même, c'est pas les citoyens, c'est les formes organisées dans la société. Donc vous avez les associations de malades, vous avez les associations de l'environnement, vous avez etc., etc., etc. Oui, Jean-Christophe Nguyen-Vincent, auditeur IHEST, 3e promotion, et IHEST Grand Est. Je voudrais juste faire un élément de précision par rapport à ce que vous avez indiqué entre l'Ouest et l'Est. L'Ouest étant dynamique et l'Est étant perdu, ce que je ne peux absolument pas accepter. Je voudrais simplement vous rappeler quand même que dans le droit français, vous avez une égalité, logiquement, quand la loi est votée, que lorsqu'en 2015, il y a eu la réforme régionale, vous avez une région qui a vraiment été constituée, qui s'appelle la région Grand Est, et que la région Grand Est, avec 3 anciennes régions, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, est la seule région où c'est le législateur qui a défini où était la préfecture de région, qui est Strasbourg. Première chose. La deuxième chose, c'est que la région Grand Est, qui était au départ constituée de 10 conseils généraux, il n'y en a plus que 8, puisque vous avez une seule collectivité unique en France, qui s'appelle la collectivité Europe-Alsace. Et les 2 conseils généraux alsaciens, Haut-Rhin-Bas-Rhin, n'existent plus. Donc c'est quand même un élément, si vous voulez, quand vous parlez de la région Grand Est, qu'on pourrait considérer comme une forme de difficulté. Il y a un élément aussi par rapport à ce que vous avez indiqué, qui est un élément qui n'est pas pris en compte sur l'aspect purement français, c'est que la région Grand Est est une région transfrontalière, 3 frontières, et qu'une des difficultés que nous avons, c'est que nous sommes dans un marché européen, et qu'aujourd'hui, si vous prenez par exemple la Moselle, vous avez 120 000 Mosellans qui vont dans leur premier secteur d'activité que Luxembourg. Et un élément qui n'est pas pris en compte. Et la dernière chose que je veux vous indiquer, que ça c'est mon aspect d'officier supérieur à la ZTD Nord-Est, la première région militaire de France, c'est la ZTD Nord-Est, c'est la première région militaire en termes d'effectifs, et c'est une région qui est en plein développement économique par rapport à l'apport de l'armée, en lien avec les acteurs économiques. Donc le Grand Est, c'est une vraie région dynamique. Merci. Okay. Donc, on l'aura tous compris, la prochaine université territoriale aura lieu en région Grand Est. Nadine. Juste, ce que vous dites et ce que je dis n'est pas antinomique. C'est juste, comme on disait tout à l'heure, différentes façons de voir les choses. Moi, quand je raisonne en termes d'emploi, et notamment d'emploi industriel, les faits sont têtus. Il est évident que l'emploi industriel dans la région Grand Est s'est effondré. Pas que dans la région Grand Est, c'est le cas aussi en Île-de-France, et que l'effondrement de l'emploi industriel dans ces 2 régions explique une très grande partie de l'érosion globale de l'industrie en France. Mais quand vous regardez dans le temps, il y a aussi des inflexions. Strasbourg est allé très mal quand le moteur allemand a eu des ratés. Ça va mieux aujourd'hui.
Donc il y a des trajectoires, il y a des cycles. Ces cycles ne sont pas les mêmes au niveau macro, au niveau méso-économique, au niveau régional. Donc heureusement que tout ne va pas mal tout le temps. Hein, et c'est ça, c'est le développement local, c'est aussi le hasard et la nécessité. C'est-à-dire que vous avez des chocs qui vont apparaître, qui vont faire qu'on va avoir une bifurcation à gérer, plus ou moins facilement. Là, on a un gros choc macro qui vient de se produire, c'était le Covid. On a un choc plus diffus, c'est la transition écologique et le changement climatique. Tout le monde ne répond pas de la même façon. On est en bifurcation et c'est là que ça va se jouer dans les nouvelles différenciations qui vont émerger. Ce qui suppose, excusez-moi, je laisse Philippe ensuite prendre la parole, mais ce qui pose la question de la temporalité dans laquelle s'inscrivent les élaborations de documents stratégiques, de schémas, etc. Philippe. Je vais faire un petit point d'histoire. Dans les années 90, mon leitmotiv c'était de dire en France, en 1960, l'agriculture c'était 30% de l'emploi. Est-ce qu'il fallait, si je faisais une politique d'innovation, est-ce qu'il fallait que je fasse une politique d'innovation sur l'agriculture en oubliant le reste? Ou bien est-ce qu'il fallait que je fasse une politique d'innovation sur ce qui était en train de prendre le pas, c'est-à-dire l'industrie manufacturière? La même question se pose aujourd'hui. L'industrie manufacturière, on est dans un monde international, largement international. L'industrie manufacturière a largement diminué dans nos pays en tant que rôle, en tant qu'employeur. Est-ce qu'il faut tout focaliser quand on fait des politiques d'innovation sur un secteur pour lequel les potentialités de croissance restent extrêmement limitées? C'est ouvert. Alors est-ce que vous avez parlé, du monde militaire, c'est un point sur lequel je voulais venir. Aujourd'hui, on est dans une transition extrêmement violente, qui est celle du retour du militaire. L'accroissement de l'effort de R&D civile en France, il est simplement le remplacement de la dépense militaire par de la R&D civile. Qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent? C'est-à-dire des années où on sait qu'à la fois les tensions politiques vont nous amener à investir de plus en plus et à reconstruire une capacité militaire en dehors du nucléaire. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça signifie sur l'innovation, dans la mesure où tous les types de matériel qu'on a sont largement périmés par rapport aux nouveaux modes de guerre intensive qu'on est en train d'observer. Et donc on sait qu'il va y avoir une redéfinition du paysage sous influence publique. Et c'est cette question que je voudrais mettre en exergue, sous influence publique. Il en va de même de la santé pour moi. Alors, le cœur de des transformations sur nos territoires, ça va être ça. Et il reste un domaine pour lequel il n'y a pas un mot dans aucun schéma régional que je connais sur l'innovation, qui sont les loisirs et la culture. Voilà. On y reviendra en fait tout à l'heure. Il y a très peu de choses. On y reviendra. Pas un mot, c'est-à-dire qu'il y a très peu de choses, mais grosso modo, les plus grands pouvoirs d'emploi, les plus grands manques d'emploi, c'est nos restaurants, nos hôtels, etc., etc. Alors Philippe, tout à l'heure, à un moment donné, je ne sais plus à quel moment de votre intervention, Nadine m'a soufflé, je ne suis pas d'accord. Vous nous expliquerez pourquoi, mais auparavant, on prendra la question de monsieur qui a patienté, et vous aurez bien sûr la possibilité de nous dire pourquoi vous n'étiez pas d'accord avec Philippe. Monsieur, n'hésitez pas à vous présenter. Merci, bonjour, moi Olivier Gilles, moi j'ai été pendant 11 ans directeur d'un pôle de compétitivité en région centre et de l'Astopôle. Je voulais modérer les propos d'Olivier Coussy sur les pôles, notamment par rapport à leur incidence sur les PME. Dans le pôle et l'Astopôle, il y avait 75% de PME, ils ont beaucoup bénéficié. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des grands leaders, et dans les pôles en France, les entreprises phares jouent ce rôle d'entraînement de leur filière. Je pense qu'il y a un indice qui montre l'utilité des pôles. On en est à la 5e génération, on a été évalué tous les 4 ans. Et si aujourd'hui l'État a décidé de maintenir ses financements au fonctionnement des pôles, c'est sûrement aussi parce qu'ils avaient une utilité, ils l'ont montré aussi pendant la crise du Covid. Voilà, donc je pense qu'il constitue aussi un élément d'attractivité des territoires. Quand on parle de Cosmétique Vallée en région centre, c'est porteur d'image et porteur d'attractivité, notamment pour attirer de nouveaux investissements. Une belle illustration du fait qu'il ne suffit pas de démultiplier les dispositifs.
Encore faut-il qu'il soit porté, incarné par des hommes et des femmes, des hommes, un homme ici, qui y croit, qui soit engagé dans leur ici. Nadine, vous n'étiez pas d'accord. Pourquoi? De quel droit? Le débat académique reprend. Non, c'était un raccourci. Je ne partage pas tout à fait ce que disait Philippe sur le fait qu'il faille renoncer à l'industrie. On voit où ça nous a mené, et pas seulement politiquement, hein, c'est-à-dire que les images des médecins avec des sacs poubelles en guise de blouse parce qu'on ne savait pas reproduire, l'absence de masques, l'absence de médicaments, avec les efforts de nouveau pour attirer des unités de production étrangères ou françaises. Hein. Il y a le projet Vercors sur le paracétamol qui est aussi très intéressant, fait que aujourd'hui, la tertiarisation triomphante avec le chimique de Serre-Turuc, les usines, une France sans usines et des usines sans salariés, on en est revenu. Et sans gommer l'impact de la globalisation des chaînes de valeur, de la mondialisation de l'économie, les questions de souveraineté qui ont été évoquées par Olivier pour le Brésil s'appliquent désormais en Europe avec des outils qui permettent de revenir à des aides d'État qui vont un peu à l'encontre du sacro-saint principe de concurrence qui était toujours mis en avant, avec les mécanismes d'ajustement carbone et frontières qui permettent de taxer certains produits intérieurs pour... Alors, c'est mal calibré, dommage, mais ils peuvent corriger le tir pour restaurer une autonomie de production dans des domaines stratégiques à l'échelle de l'Europe. Et alors, un acronyme que j'oublie toujours dans sa forme développée, donc les fameux PIEC, projets d'intérêt important européen commun, PIEC, qui permettent sur des domaines particuliers de renforcer des tissus productifs. Alors ça ne se joue pas que à l'échelle locale ou nationale, ça se joue à l'échelle européenne, et justement dans l'Europe des batteries, sur le véhicule électrique et dans des domaines assez innovants, ça permet justement d'avoir une forme de reconquête industrielle et de maintenir de l'autonomie d'approvisionnement avec une sécurisation des appros, une qualité aussi qui est mieux contrôlée, et dans un contexte EGS, environnement social et gouvernance, d'avoir des formes de production qui soient plus en phase avec les attentes de la société et d'une grande partie des parties prenantes. Avant de vous entendre, Olivier, voilà, on va peut-être privilégier la question de la salle, et vous réagirez en faisant d'une pierre deux coups, si besoin, si l'intervention de monsieur, c'est monsieur ici, au deuxième rang, troisième rang, et on s'en tiendra là, sachant qu'il y aura une autre séquence d'interaction avec vous. Donc, pas de frustration. Monsieur. Oui, Anthony Lorenzo, je suis membre du Césaire, où je préside la troisième commission qui est en charge des questions d'économie, d'emploi et d'activité. On a eu l'occasion, au cours de cette dernière mandature qui se termine, de travailler sur des questions qu'on a ici abordées, notamment sur l'agro-transformation, sur les pôles de compétitivité, sur le tourisme et le rôle que ce secteur d'activité peut jouer dans l'attractivité de notre territoire régional. Et ma question, c'était... Il se trouve aussi que je suis un artisan, et je voulais vous interroger sur à votre avis, et vous avez évoqué ça, l'économie de proximité, dont vous aurez compris, je suis un fervent défenseur. À votre avis, quel est le rôle que peut jouer, comment on pourrait actionner ce levier de façon à ce qu'il puisse jouer un rôle peut-être plus important s'il est en capacité de le faire sur l'attractivité territoriale?
Merci pour cette intervention qui manifeste la présence donc du Césaire, partenaire de ces journées, et dont malheureusement le président a été empêché. Il sera là demain, donc tout va bien, parfait. Réponse en quelques secondes, malheureusement, Olivier. Alors je rebondis sur Nadine et j'essaye de répondre à la question, pas si facile que ça, parce que l'artisanat, la proximité, parfois, peut-être trop souvent, un impensé de nos activités de recherche, difficile d'aller sur le terrain. C'est bien de le reconnaître. Non, mais oui, voilà. Donc, pour rebondir sur la ligne et la souveraineté, je crois qu'il faut aussi arrêter la naïveté dans ce domaine. Les lois dites extraterritoriales américaines et la puissance du droit comme outil de guerre économique, l'absence de culture, d'intelligence économique de nos élites et de nos politiques contribuent aussi à la perte de souveraineté qu'on peut avoir. Juste une information que j'ai appris la semaine dernière, la tribune Arabelle, qui est quand même ce qui permet à nos centrales nucléaires de produire de l'électricité, à cause du démantèlement d'Alstom, aujourd'hui a un contrôle-commande américain, et donc pour être exporté à l'international, rentre sur les lois, sous le coup des lois ITAR, sur les lois ITAR d'exportation américaine, et donc demande l'autorisation américaine. Bon, là, on marche un peu sur la tête, hein, et ça, c'est un démantèlement qui a été encouragé par la puissance publique. Donc, je crois que là, il y a quand même des choses où il faut faire vraiment attention. Sur la proximité, ça contribue de ce que j'appelle l'attractivité endogène, c'est-à-dire comment avoir le versant attrait de l'attractivité, si effectivement il n'y a pas les conditions de bien-être sur le territoire qui sont produits aussi par ces commerces, activités de proximité. Et là, il y a aujourd'hui une réflexion, on a une collègue à Lyon, Alice Bourg-de-Lepage, qui a créé qui a fait une étude sur le bien-être territorial. Bon, moi, je ne suis pas encore rentré dans le détail de ça, mais je sais que c'est quelque chose qui commence à poindre dans les stratégies de marketing territorial. Il y a certainement, ça va nourrir en fin de compte, j'espère, les politiques publiques à un échelon plus local, puisque c'est peut-être pas au national que ça va se jouer. Pendant que vous donnez le micro à Philippe, merci pour cette intervention qui est l'occasion de... je laisserai le mot de la fin à Nadine si vous le voulez bien, mais c'est l'occasion de rappeler que les travaux d'André Thor, hein, que connaît d'ailleurs cette personne qui travaille sur le bien-être, et qui nous dit la proximité, elle peut aussi être à distance, elle n'est pas forcément géographique, physique. C'est une évidence, mais qui vaut parfois d'être rappelée. Philippe, alors que ça fait éclater de rire Philippe, pour d'autres motifs. Et en fait, on avait un petit débat. Il y a beaucoup de travaux sur la proximité. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui est Boschma, qui nous dit qu'il y a 5 formes de proximité, dont la proximité géographique, mais il y a la proximité sociale. Vous connaissez tous les réseaux d'anciens et leur poids dans les dynamiques. Hein. D'ailleurs, vous en avez parlé déjà pour les réseaux d'anciens de l'IEST, etc. Donc il y a différentes formes de proximité sur lesquelles s'appuyer. Donc ça, c'était un premier point. Le deuxième petit point que je voulais mettre en exergue, c'est c'est pas une politique de souveraineté, c'est une politique qui va fabriquer un nombre limité de entre guillemets, rapatriements et systèmes de production, qui sont ceux qui sont supposés être stratégiques. Mais ça ne fera pas une source d'emploi par rapport aux besoins globaux d'emploi d'un espace régional et national. Donc ça, c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas faire de politique d'innovation uniquement centrée sur ces questions manufacturières. La troisième question, c'est la question de monsieur. Je crois que c'est la question, moi, qui m'intéresse le plus aujourd'hui. Ce qui compte, ce sont les systèmes locaux de transformation. Alors on ne va pas dire d'innovation, on va dire de transformation, d'évolution, etc. Ces systèmes, ils sont largement faits de relations interpersonnelles entre des acteurs de petite taille. Et c'est parce qu'il y a ces relations interpersonnelles qu'on a des synergies, des capacités entre les compétences, et qu'on peut, en étant petit, acquérir des compétences qu'on n'aura jamais tout seul, parce qu'on n'est pas des jacks of all trades. Et que donc les systèmes locaux, quel que soit le terme qu'on utilise, c'est le cœur des dynamiques. C'est le cœur des dynamiques futures. Et donc, la capacité à les connaître et à agir de manière différenciée sur ces systèmes, c'est la force des politiques de demain. Dans ces systèmes locaux, il y a des systèmes ruraux,
Mais le cœur des systèmes, c'est les systèmes urbains. Et la ville, ou les agglomérations comme acteurs de la transformation, c'est une question centrale pour nous. Mais c'est un acteur caché. On voit bien, il n'y a pas le mot ville une seule fois. C'est un acteur caché, c'est un acteur oublié. Vous allez en Suède, on parle transformation, transition, et le plus gros programme autour des transitions, c'est le programme pour équiper les villes à être en mesure d'innover, d'avoir de nouvelles formes de traitement, de manière d'aborder les problèmes auxquels elles font face. Et là, de ce point de vue-là, on est extraordinairement en retard en France. Merci Philippe Larudeau. Nadine, quelques mots de conclusion provisoires. Oui, alors en tant qu'ancienne économiste de la firme, la question des PME m'a vraiment interpellée, comme on dit. Il y a en France une structure du tissu de production, du tissu économique, vraiment atypique en Europe, avec une structure qu'on peut qualifier de bimodale, des très grands groupes très puissants et une myriade de TPE, de micro-entreprises, mais je parle même de nano-entreprises, avec cette catastrophe économique créée pour des raisons sociales qu'a été l'auto-entrepreneur, qui fait que, en fait, quand vous avez des univers complètement atomisés, refaire système, c'est extrêmement difficile. Donc, on est aujourd'hui face à des formes d'injonction paradoxales. D'un côté, tous entrepreneurs, que vous ayez ou non envie de l'être, on va créer, alors je travaille actuellement sur les pôles étudiants entrepreneurs avec le ministère de l'Enseignement supérieur, allez, devenez entrepreneur, donc il faut sortir de l'inactivité par l'entrepreneuriat, sans se demander si la formation, les appétences personnelles, etc. sont au rendez-vous. De l'autre, il faut faire système. Faire système, ça veut dire avoir des choses structurées. Alors, on prend toujours l'exemple allemand du Mittelstand, qui permet d'avoir plusieurs étages de coopération verticale entre des entreprises type ETI française et les PME. Mais comment reconstruire ça aujourd'hui, alors que beaucoup de politiques publiques sont allées à l'encontre de ce type d'organisation? Bien, je crois que si, et là je deviens prescriptive, parce que je ne devrais pas... Notre grand étonnement. Les relations interentreprises doivent revenir au cœur de nos problématiques. C'est ce qu'on essaie de faire sur le plan de la recherche. Et je crois, pour avoir entendu les questions et les interventions liminaires, c'est aussi une question de politique publique. Comment recréer des écosystèmes entrepreneuriaux? Il y a toute une terminologie autour de ça. Parce que quand vous regardez les aides aux entreprises, vous avez 99% qui sont des aides individuelles, des exonérations de cotisations sociales, du crédit impôt recherche, de l'exonération ou de la suppression de CVAE. On va aider l'entreprise. Et une toute petite minorité d'aide aux entreprises qui travaillent sur les relations interentreprises. Et là, il y a vraiment de l'innovation politique à faire. Comment transformer un système reposant sur l'entité entreprise en un système reposant sur un système vraiment de production, sans que les entrepreneurs se mettent à crier au motif qu'on leur supprime des aides. Et là, je préfère être à ma place qu'à celle des politiques. Merci à tous les trois. Bien évidemment, on aimerait poursuivre la conversation. On pourra le faire à travers la table ronde qui va suivre, parce qu'elle s'inscrit pleinement dans la continuité de beaucoup de choses que vous avez abordées. Merci d'avoir montré que la recherche est à l'image finalement de la région Centre-Val de Loire, c'est-à-dire diverse, comme l'ont montré les cartes de Nadine, avec un découpage disciplinaire, mais aussi de la porosité, de la diversité qui se nourrit, etc. Merci pour cela. Vous restez avec nous, donc vous pourrez bien sûr réintervenir et puis répondre à des questions qui viendront en rebond lors de la deuxième séquence d'échange avec le public. Sous les applaudissements du public, je vous invite donc